Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Fin septembre, j'ai eu le grand plaisir d'intervenir à la journée de formation organisée par les représentants du jeune barreau de Caen. Ils m'ont invité pour faire un retour sur la qualité de vie professionnelle pour les avocats à partir des enseignements que j'ai donc tirés du podcast. J'avais préparé une petite présentation, enfin pas si petite que ça, cela dit, avec plein d'extraits du podcast, en les invitant à se poser toute une série de questions pour leur permettre de trouver des pistes pour améliorer leur qualité de vie professionnelle. C'est vrai que c'était une chouette journée parce que avant moi, il y a un psychologue qui est intervenu, notamment pour parler de la difficulté pour les avocats et notamment pour les avocats qui traitent beaucoup avec des particuliers qui sont en situation psychologique difficile et pour les difficultés que ça amène pour l'avocat qui doit accompagner d'un point de vue juridique son client sans forcément avoir des clés d'accompagnement psychologique. Il y a aussi eu un coach qui est venu parler de gestion du temps et Dieu sait si c'est un sujet et une pratique et une discipline qui peut apporter beaucoup aux avocats pour gagner en qualité de vie professionnelle. Il y a également eu Camille Herry qui est venu faire un retour sur les conclusions tirées du rapport qu'il a déposé en 2017 avec son équipe de rédacteurs, de rapporteurs, et qui d'ailleurs a joué le contre-exemple absolu par rapport au coach sur la gestion du temps en disant que lui, il n'arrivait jamais à faire ce qu'il avait prévu de faire dans une journée. Bref, c'était une journée qui, je crois, a eu pas mal de succès. Les jeunes avocats, et pas que des jeunes d'ailleurs, étaient assez contents que ce sujet soit abordé. Un ancien bâtonnier est venu aussi témoigner de plein de choses que lui a mis en place dans sa pratique pour bien la vivre. Et c'était une jolie journée. J'ai profité de ce déplacement pour rencontrer et interviewer Maître Pauline Désert, qui est donc mon invité d'aujourd'hui et qui m'a été recommandé par les membres du jeune barreau de Caen qui sont donc maître Chloé Delaïra, maître Sherazade Fimi, maître Johanna René et maître Jérémy Villeneuve. Et il se trouve que Pauline Désert est la membre du Conseil de l'Ordre, fait partie des 2 membres du Conseil de l'Ordre qui est référente du jeune barreau. Donc il faut croire que les membres du jeune barreau sont plutôt contents et satisfaits de cet accompagnement que Pauline leur offre. Et vous allez voir, elle en parle, c'est quelque chose qui sort vraiment d'un engagement pour elle, cet accompagnement des jeunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette punchline. On porte tous une part de responsabilité de certaines défaillances du système, parce que ça fait partie des raisons de l'engagement de Pauline. Je vous en dis pas plus. En tout cas, si vous m'écoutez de Caen, je suppose, en général, quand j'interviewe un invité de province, j'ai des écoutes d'auditeurs locaux. Et si vous m'écoutez de Caen et si vous êtes jeune barreau, mais pas que jeune barreau, cela dit, sachez que j'organise une session de formation, la formation Bien dans ma robe que j'ai créée pour vous aider à gagner en qualité de vie professionnelle justement. J'organise une session à Caen qui aura lieu les mercredis 20 et 27 novembre et aussi 4 et 11 décembre. Donc 20, 27 novembre et 4 et 11 décembre. Je bénéficie du relais du jeune barreau qui compte parmi ses membres des fans de Fleurs d'avocat et je les en remercie. Et vous trouverez plein d'informations sur la formation Bien dans ma robe dont j'avais un petit peu parlé lors de la journée de formation organisée par le jeune barreau. Vous trouverez plein d'informations sur le site internet. N'hésitez pas à vous rapprocher des représentants du jeune barreau ou encore à m'écrire si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr que la formation s'adresse à vous ou peut vous accompagner dans les problématiques que vous rencontrez. Vraiment, je suis à votre disposition sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre jeune barreau. En tout cas, voilà, sachez que j'organise cette session à Caen. Je viens jusqu'à vous et j'espère vous voir nombreux. Alors, c'est limité à 12 personnes pour que je puisse quand même fournir un accompagnement, un minimum personnalisé à chacun pendant les ateliers. Mais quand même, déjà, si vous êtes 12, c'est super. Donc, à bientôt. Je vous laisse avec cette interview donc de Pauline Désert et vous allez voir, ça déménage avec Pauline. Elle a un sacré caractère et ça fait du bien d'entendre ça. Bonne écoute. Bonjour Pauline Désert. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Je suis ravie. Alors Pauline, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
C'est une question qui est pas facile. Parce que il y a beaucoup de confrères qui vont dire qu'ils ont eu une espèce de vocation, un truc quasi évident, en disant à 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais être avocat, j'ai envie d'aider les enfants, truc. Bon. Moi, j'ai jamais eu ça. Je suis devenue avocat par hasard. Alors, je vous rassure, c'est la majorité des invités sur le podcast. C'est ce que j'ai un peu constaté. Je me suis dit, tiens, en fait, il n'y a pas que moi qui ai vu de la lumière et qui soit arrivé. Je suis rentrée en fac de droit après un bac scientifique pas bon du tout. Parce qu'à l'origine, je voulais faire un truc un petit peu particulier qui faisait un petit peu angoisser tout le monde, c'est-à-dire que je voulais être médecin légiste. Bon, ça s'est pas fait parce que les sciences et moi, on s'est pas trop compris quand ça a commencé. De sorte que j'ai quand même fait mon bac S. Je me suis jamais réorientée parce que le directeur n'a jamais pensé à me recevoir. Enfin bon, bref. Donc il se trouve que j'ai fini par un concours de circonstances avec un bac scientifique vraiment moche, avec que des bonnes notes dans les matières littéraires, en latin, en sport, en droit. Voilà. Et je suis rentrée en droit parce que je voulais passer les concours des écoles de journalisme. Et donc c'était ce qu'offrait la science constitutionnelle, un truc comme ça. Et je suis arrivée à la fac, à Caen, et en réalité, tout de suite, il y a des matières qui m'ont beaucoup plu, mais qui me plaisaient déjà avant, qu'on faisait de l'éducation civique, des trucs comme ça. J'ai adoré apprendre l'histoire de la 5e, je trouvais ça génial et tout. Et donc très vite, je me suis passionnée pour le droit constitutionnel, l'histoire des institutions politiques. J'ai toujours été, c'est très étrange, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours aimé la Révolution française, je trouve que c'est une époque qui est passionnante. Donc tout ça, c'est le programme de première année. Donc c'était vraiment génial. Et puis à côté de ça, il y avait des matières de droit privé, avec lesquelles ça se passait pas bien du tout. Pas que je travaillais pas, au contraire, c'est-à-dire que je cravachais comme une malade, mais ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas. C'était vraiment l'horreur. La première année, ça s'est passé à peu près, et puis la deuxième année, ça a été la cata en droit privé, c'est-à-dire que j'ai eu ma deuxième année avec 2-5, un 5 en droit civil, et un 5 en droit commercial. Donc, et le tout avec des notes à l'inverse, en droit administratif, en truc, c'était comme ça a toujours été évident. Et puis en arrivant en troisième année, donc je décide de chanter au max ce que je pouvais en droit privé. Et en troisième année, j'ai choisi un parcours qui était que public. Avec, Et donc là, l'école de journalisme a disparu ? Alors justement, là on y est toujours. Je suis toujours en me disant c'est vachement bien, je vais apprendre la science politique, je rédige, je m'occupe du service public, c'est vachement bien, tout ça. Et puis je rencontre en troisième année mon prof de procédure administrative contentieuse, qui était avocat. Il faisait le cours magistral, mais il faisait aussi les travaux dirigés, en petits groupes. Et en travaux dirigés, il nous sort des dossiers. Des vrais trucs de son cabinet. Il sort des dossiers. Et c'était un jeu. Il a toujours conçu ça comme ça. C'est-à-dire qu'il arrivait avec des dossiers qui étaient évidemment complètement abracadabrants, souvent rédigés par des gens tout seuls, ça n'avait ni queue ni tête, machin. Mais le but du jeu, c'est de nous faire... Il nous disait, voilà, qu'est-ce qui va pas dans ce dossier ? Quels sont les moyens que vous pouvez invoquer ? La défense, pensez à vérifier. Alors, en cours, on avait évidemment vu les irrecevabilités, les trucs qu'il fallait voir à chaque fois, mais il nous faisait aller toujours plus loin. Et le point d'orgue du semestre, c'était une audience simulée au tribunal administratif, au cours duquel trois des gens du TD jouaient les juges, il y avait quelqu'un qui faisait le rapporteur public, et il y avait 2 avocats. Et le prof un jour m'a dit, donc c'était sur la base du volontariat, moi j'ai été sur la base du désignariat, si on peut dire, puisqu'il m'a dit, donc Pauline, vous ferez avocat. Et j'ai dit, oui, parce que j'étais quand même un peu fascinée par ce mec qui était pas du tout charismatique en soi, il a rien de spécial, mais en fait, il avait un savoir qui était... Moi, je l'ai jamais vu avec une note de trucs qui sortaient tous les arrêts, c'était fascinant. Et manifestement, un art de la transmission et de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il était d'une pédagogie, c'était démentiel. Et puis donc, on s'est tout de suite très bien entendu. Moi, il m'a dit, donc, vous allez faire le truc. Donc je rédige mes trucs, l'angoisse et tout, bon, et puis ça se passe bien, puis à la fin il me dit donc l'examen d'avocat, vous allez le faire, hein. Puis j'étais un peu là en me disant je sais pas trop, j'étais pas rentrée pour ça initialement et tout, et puis au final j'ai suivi, en me disant peut-être journaliste je ferai ça plus tard, je sais pas, on verra, je vais peut-être faire les deux, on verra, c'est pas grave. Et donc je fais une maîtrise en droit, j'ai la dernière maîtrise en droit, donc comme quoi je commence à être un peu vieille. Et je passe un Master 2, la première génération des Master 2, en contentieux administratif. Donc je ne fais plus que ça, c'est extra, tous les profs sont des avocats, il y a ce prof que je retrouve, et qui me dit donc, votre stage, c'est chez moi. Je dis, oui, d'accord.
Si vous insistez. Si vous insistez, oui, d'accord. Donc je fais mon stage, bon, d'accord. Et puis je décide évidemment de passer l'examen d'avocat, mais je prends une année pour le faire. Entre-temps, sans surprise, je deviens chargée de travaux dirigés, ce que je suis toujours, 15 ans après. Donc je fais ça, et puis voilà, j'ai passé l'examen d'entrée avec une note catastrophique en droit des obligations, mais quand je dis catastrophique, c'est que je crois que j'ai la pire note de Caen depuis très longtemps. Donc quoi, 0,5 ? J'ai eu 2. J'ai eu 2, c'est-à-dire qu'il y avait un truc avec un véhicule terrestre à moteur que je n'ai pas vu. Ça ne m'a posé aucune difficulté de ne pas voir qu'il y avait le régime de l'autre 85, pardon aux civilistes qui m'écouteront. Donc c'est vraiment, j'étais nulle. J'avais bossé la matière toute l'année, une catastrophe. Mais avec forcément une note de synthèse qui était bonne, des matières spé qui étaient bonnes, etc. Et donc je suis arrivée à l'école à Rennes, qui est l'école des avocats du Grand Ouest, les DAGO. Et puis voilà. Donc je suis arrivée comme ça. Ouais. Et les stages ? Alors, Parce que vous aviez jamais fait de stage encore ? Non. Aussi en Master 2 peut-être, non ? Si, en M2 on a fait un stage, mais c'est une expérience de stage qui était... Alors au départ, je pensais pouvoir effectivement... J'ai confondu parce que ça commence à dater un peu. Le premier stage, je l'ai pas fait chez ce prof. J'ai fait tous mes stages en revanche avocat chez lui. Et le premier stage Master 2, pas bonne expérience. Pas bien. Pas le métier, mais humainement compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était chez un avocat ? Ouais, et c'était pas... ils ont eu un peu des difficultés, ouais. Disons qu'ils sont... C'était des difficultés économiques du cabinet ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas, je pense, dotés de la bienveillance réglementaire. Et pas plus loin. En tout cas, ça vous a pas dégoûté ? Non, ça m'a pas dégoûté. J'ai jamais autant maigri en 2 mois qu'en mangeant autant de chocolat. Donc il y avait un truc qui était pas logique. Et après je suis partie, j'ai eu mon Master 2, c'était pas la question. J'ai pas de compte à régler. C'est maintenant des gens avec lesquels je m'entends très correctement et ça se passe très bien. Mais après dans mes autres stages et notamment quand j'ai atterri chez donc Jean-Jacques Thoroude qui est un genre de père spirituel, lui dit que je suis un peu sa fille, donc il y a un côté un peu comme ça. Et ça s'est toujours bien passé, ces stages. Ça m'a jamais dégoûté du métier. Même ce stage qui s'était pas bien passé, je savais que si je faisais la même chose mais avec des gens sympas, ça irait sans problème. Donc, pas dégoûté, donc tant mieux. Et ensuite, tous les stages avec donc ce père spirituel. Ouais, tous. Les stages, on avait des stages en alternance. Alors, chaque école est organisée différemment, chaque année ça change. Et nous, on avait des stages en alternance 15 jours sur les 6 premiers mois. Et puis après, il y avait, on partait faire ce qu'on appelle le PPI, c'est le projet pédagogique individuel. J'ai eu la chance d'aller, j'ai passé 6 semaines ou 7 semaines à Radio France, à la direction des affaires juridiques. Extraordinaire. Et j'ai passé un peu de temps en collectivité. Quand on se prête un peu la prétention d'être publiciste, on va faire un peu dans les collectivités pour voir de quoi on parle. Et j'ai passé, pareil, 6 ou 7 semaines à Saint-Malo, donc c'était quand même, le cadre était quand même plutôt très cool, à faire du boulot de collectivité, donc voilà. Et après, je suis retournée en stage 6 mois chez lui, et à la fin, il m'a dit, vous voulez pas rester en collaboration ? J'ai dit, oui, bien sûr, et puis je suis restée. Après, il a été, son cabinet a été racheté par un confrère qui avait lui-même formé, qui était lui-même prof à la fac, donc il y avait un côté un peu familial dans l'histoire. Et je suis restée avec le successeur, et puis après je suis partie. Donc, parce que lui, il est parti au moment du rachat ? Ouais, il partait à la retraite. D'accord. Ouais. Donc en fait, il est parti, mais c'est quelqu'un avec lequel je dis on parce que mon associé qui est dans le bureau d'à côté, il a été aussi formé par lui, il a travaillé avec lui, donc on est toujours en contact. Il y a vraiment un truc un peu filial quand même dans ce Et truc-là. ses premières années de collaboration alors ? Éloquence. Je dirais que c'était pas toujours évident, mais j'ai jamais été fondamentalement aussi maltraité que certains confrères ont pu l'être, que je côtoie, parce que en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je suis responsable avec 2 autres confrères du jeune barreau. Donc ça implique d'organiser des trucs sympas, mais aussi récupérer les confrères qui sont pas forcément en très bon état, parce que on le sait qu'il y a des confrères qui savent pas traiter les collaborateurs. Pour rire, nous on dit qu'on a une esclave, mais vraiment c'est pour rire parce que c'est pas vrai et que on a la prétention de la traiter mieux qu'on l'a été, même si on fait pas partie des plus malheureux. Mais c'était pas toujours évident. C'est un statut qui est... Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui est difficile ? C'est difficile de... Mais pour vous. Ouais, ce qui était difficile, c'était de
de devoir... Alors, au départ, c'est normal de travailler pour quelqu'un parce qu'on sait faire, mais on sait pas non plus... Trop faire. Pas trop faire, et tout fait un peu peur, en réalité. Et justement, j'en parlais avec une jeune consoeur qui me disait c'est rigolo parce que dans les dossiers que je sous-traite, entre guillemets, à l'associé, bah, je sais tout faire. Et quand c'est des dossiers pour moi, je sais plus, je suis obligée de vérifier tout ce que je fais, alors que fondamentalement, c'est des choses que je sais faire, mais c'est juste que c'est, pour moi, c'est ma responsabilité. Le filet, il saute. Le filet de l'associé, il s'en va. Donc voilà. Moi, c'était ça que je trouvais pas évident. Gérer son temps de travail, c'est-à-dire comment je fais pour traiter mes dossiers perso quand j'en ai. Le droit public, c'est pas facile à développer en clientèle perso, parce que quand on est dans un gros cabinet, ben, quand on trouve des agents ou des particuliers, ben, la probabilité qu'en face ce soit son propre cabinet, ben, c'est très important. Donc c'est pas facile parfois les relations avec les associés, c'est-à-dire qu'on est collaborateur libéral, mais parfois on est quand même un peu traité comme un collaborateur salarié. Enfin, comme un avocat salarié, enfin voilà. Malgré quand même la relation de confiance que vous aviez avec... Oui, ça change rien en fait, parce que... Enfin si, ça change parce qu'on peut dire les choses, mais ça change pas tant que ça, parce que c'est quand même très gravé dans les... Très, très prégnant dans les mœurs des avocats, le fait que le collaborateur libéral, bah, finalement, si on peut... vaguement lui imposer des horaires de travail, bah, sans que ça se voit trop, bah, on le fait. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très récurrent. Ça s'arrête. C'est en train de s'arrêter. Toujours ici, à Caen, on fait vraiment attention à ce que ça n'arrive pas. Mais vous dites ça a arrangé. C'est quand même le fait qu'il y ait cette relation de confiance permettait de dire les choses. Ouais. Et est-ce que vous disiez les choses ? Oui, mais avec le bagou d'une fille de 26 ans qui est face au type qui lui a tout appris, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Mais à la fin, avant qu'il parte, j'arrivais plus facilement à lui dire. J'arrivais à lui dire, bah non. Le problème, c'est de dire non. Et qu'est-ce qui se passait quand vous disiez ? Eh ben, ça coinçait un peu, et puis au final, comme il était... franchement intelligent, il comprenait que c'était comme ça et voilà. Donc vous vous êtes pas fait virer quand vous avez dit non ? Non, parce que j'ai dit non, mais je disais non à des trucs qui étaient ponctuels, ou dire bah je peux pas, ou je dois faire tel truc. Mais en réalité, comme c'était au début de ma collaboration, j'avais pas ce problème de cumul de clientèle perso et de clientèle du cabinet. Donc c'est pas tant avec lui que j'ai dû imposer des choses qu'avec la collaboration suivante. Avec donc son successeur, la personne qui a repris. Voilà, exactement. C'était puis c'était un cabinet qui grossissait, donc il commençait à y avoir d'autres contraintes, mais bon, voilà, j'ai jamais été maltraitée en collaboration. Non, mais sans parler de... Non, mais parce qu'il y en a qui c'est pas du le tout un sont. podcast où je cherche le je sais drame bien. ou quoi que ce soit. Non, mais c'est parce que c'est une vraie question. Je veux dire, on est là pour parler des avocats. C'est une vraie problématique que moi j'ai pas rencontrée. Mais voilà, maintenant je suis ici, on est 3 avec une collaboratrice à faire. Et donc attendez, parce que vous êtes, vous avez sauté là maintenant, on est Pardon ici, très bien, mais avant, donc le cabinet est repris par le successeur. Le cabinet a été repris par le successeur. Moins de relations de confiance. Non, on s'entendait bien. Mais c'est moi qui étais un peu arrivée, je pense, au bout du truc. Ça faisait... j'ai prêté serment en décembre 2008, donc 2009-2010. Bon, plus mes stages avant, ça faisait 3-4 ans qu'on se fréquentait tous. Et puis, moi, je suis tombée enceinte au mois de mars ou d'avril 2010, je sais plus, un truc comme ça. Et il a été question qu'on parte à Paris parce que mon mari travaillait à Paris à l'époque et on s'était dit qu'on n'avait pas un bébé pour l'élever séparément. Donc, s'est posé la question avant que j'accouche de savoir ce qu'on allait faire en fait de notre vie. Étant précisé que lui était salarié, donc avait des revenus fixes et un peu meilleurs que les miens qui étaient en début de collab. Enfin, il y a un moment, il fallait être pragmatique. Et donc, au final, on a fait un pour-contre sur le fait de partir ou pas. Puis on a décidé de partir. J'ai donc démissionné, c'est-à-dire que je me souviens que la petite fille était vraiment petite, elle était en kangourou et je suis allée lui dire, au successeur, je dis, je vais pas rester parce qu'on s'en va. Et donc, il m'a dit, mince, je voulais que vous reveniez plus tôt. Je dis, mais c'est pas l'idée, c'est que je pars, bon. Et puis ce jour-là, donc je démissionne. J'appelle mon mari qui me dit, oui, alors il faut que je te parle d'un truc. Je viens d'être plus ou moins débauchée par une étude notariale en bas de la maison.
Donc, un peu fatiguée, je pleure 3 secondes en me disant ça va bien se passer, je viens de démissionner, qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Et en fait, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et je me suis dit, au final, j'ai peut-être envie de travailler pour moi, de prendre un peu de temps pour moi. Donc, je suis retournée voir le confrère parce qu'on était partis en bonne relation. Je voulais pas qu'il ait l'impression que ma démission était sur un faux motif. Donc, je reviens le voir, il me dit, ah, vous revenez? Je dis, non plus, toujours pas. Je reviens pas, mais je veux que vous sachiez ce qui s'est passé, voilà. En fait, on part plus pour telle et telle raison, mais je reviendrai pas. Parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour ma fille, j'ai pas envie de reprendre une collaboration. Donc c'était une optique, potentiellement, je travaille un peu moins. Je prends vraiment Ah du bah temps c'était pour moi. vraiment, je prends du temps pour moi. Et vraiment au point de vous omettre ou... Non. Non, quand même... Pas au point de m'omettre parce que j'avais quand même quelques dossiers perso à l'époque que je voulais pas perdre, et puis je voulais me laisser la possibilité intellectuellement faire autre chose que de changer des couches et donner des biberons. C'est aussi simple que ça. Ça me laissait une porte de sortie, et surtout, ça me laissait aussi la possibilité de continuer à donner des travaux dirigés, puisque j'étais toujours inscrite et active à l'ordre. Évidemment, ça n'a pas été la meilleure année dans mes revenus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a duré 9 mois, la plaisanterie. Mais ça vous a fait du bien? Ouais, j'étais très contente. Et j'étais aussi très contente de recommencer à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Eh bien, donc les premiers mois, j'ai un peu gagaté avec un bébé jusqu'à ce qu'elle ait 9 mois. Donc c'est vrai que c'était hyper privilégié comme temps, de glandouille, de prendre le temps, mais aussi quand même la sensation de n'être qu'une mère au foyer, ce que manifestement je ne peux pas faire. C'est-à-dire que je peux pas être que une mère. Je n'y arrive pas, ça me rend zinzin. C'est-à-dire que j'aime mes enfants, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi besoin de faire autre chose justement pour en profiter. Et donc pendant 9 mois, donc on avait un seul enfant, et assez rapidement j'ai vu quand même la limite du système, c'est-à-dire que je tournais un peu c'est-à-dire que j'ai pris du temps pour moi, c'est très agréable, mais c'est pas du temps que pour soi quand on a un bébé, c'est du temps qui est partagé, 75-25 à peu près, hein, entre le bébé et soi. Donc moi j'étais très contente de prendre ce temps. C'était assez inespéré en réalité dans une vie d'avocat, parce que tout le monde dit « Ah mais comment vous faites vos enfants ?» Moi j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui gagnait à l'époque correctement sa vie pour qu'on puisse vivre tous les deux sur son salaire. Ça n'a pas duré. Au bout d'un moment il m'a dit « Là, il faut recommencer à travailler. » J'ai dit « Bon d'accord, on était en septembre, ça faisait sens. » Il n'y avait pas de... Donc je me suis chargée en travaux dirigés au mois de septembre. Fort. J'ai pris un service qui était assez gros. Et puis j'ai cherché une collaboration, et j'ai trouvé une collaboration à mi-temps, ce qui me convenait très bien. Mais est-ce que à la fin de ce moment, vous vous êtes dit, ok, je reprends, mais dans certaines conditions, j'ai envie d'une certaine forme d'exercice. Exactement. Je voulais pas, je me voyais pas reprendre une collab à plein temps. C'était, alors violent, ça fait un peu genre petite chose fragile, mais j'avais pas envie. J'avais envie de pouvoir travailler. J'avais un peu essayé de faire autre chose à côté, c'est-à-dire rebosser, mais repartager mon temps. À l'époque, la petite fille est partie à la crèche, donc j'avais vraiment du temps. Donc je travaillais à mi-temps dans un cabinet avec des gens d'une bienveillance rarement égalée, c'est-à-dire un mi-temps où, quand on me demandait d'intervertir une demi-journée de travail, enfin, on n'intervertissait pas ma demi-journée, on dit « Est-ce que vous pouvez venir tel jour à la place de tel ? Surtout, pensez à ne pas venir un autre jour, notez dans le truc rarissime. » Bon. Donc, et en plus, ce qu'il faisait, c'était un, comme quoi j'ai vraiment un problème avec les profs, le confrère en question était aussi prof à la fac, je l'avais eu en cours. En première année, dans un truc où je m'étais vautrée lamentablement, mais que j'aimais bien, qui avait fondamentalement l'air d'un type sympa. Et donc j'y suis allée, il avait lancé une offre de collab à mi-temps. Le problème, c'est que c'était un cabinet généraliste. Donc je me dis, tant pis, je vais quand même présenter ma candidature, quitte à ce qu'on trouve un point d'équilibre entre moi, il me forme un peu en droit privé, et puis moi, je traite tout le droit public qu'il a. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'ai passé 3 ans. J'ai passé 3 ans là-bas, à mi-temps. Mais en pouvant faire d'autres trucs à côté. Et l'autre truc que j'ai fait à côté, c'est, outre un autre gosse qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est des gens quand même, j'ai fait une première année, et au début de deuxième année, je leur ai dit, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis enceinte, et c'était, super, génial, pensez à pas trop travailler, enfin bon, voilà, donc c'était vraiment un cabinet bienveillance incarnée.
Et donc voilà. Et après cette année consacrée à donc la grossesse, puis élever cette deuxième petite fille, je suis arrivée à un point où je ne trouvais plus comment exercer mon métier. Alors, donc, vous avez quand même dit, je voulais un mi-temps parce que je voulais faire d'autres Voilà. choses à côté. Ces autres choses à côté, c'était pas que le bébé, c'est Non. bien ce que je comprends. Voilà, Et exactement. donc, du coup, c'était quoi? Eh ben, c'était que, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas avec la manière dont j'exerce. Mais ça, c'était au bout des 3 ans? Au cours des 3 ans, D'accord. après, enfin, il s'est rien passé de particulier, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir un espèce de ras-le-bol des clients, des gens, je n'en pouvais plus de devoir rendre des comptes, j'en avais trop marre. Pas forcément rendre des comptes aux associés parce que ça se passait bien, mais cette espèce de métier où notre boulot, c'est de régler les problèmes des gens, je n'en pouvais plus. J'avais envie d'un boulot dans lequel je ferais ça, mais sans rendre de compte. Je me suis dit, à part magistrat, quoi faire d'autre? Je me suis donc lancée, et on arrive au projet en question. J'ai fait pendant 2 ans, pendant une année, une prépa en présentiel à la Sorbonne pour passer le concours de conseiller de tribunal administratif. Mais la Sorbonne, c'est à Paris? Ouais. Et donc, vous êtes venu à Paris? Je suis venue, j'étais à Paris du vendredi matin au dimanche midi. Ok. Pendant 1 an, avec donc 2 enfants, une de 3, une de 1 an. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'un premier bout de semaine, j'étais avocat. Le deuxième bout de semaine, je préparais un concours de magistrat, donc avec la nécessité d'objectiviser la totalité de ce que je faisais, donc complètement schizophrène par rapport. Et le week-end, j'étais en famille. Enfin, le week-end. Enfin, le week-end, le dimanche matin, quand je rentrais, Oui, enfin, voilà. ou le samedi soir, ça dépendait. Voilà. Jusqu'au dimanche soir, quoi. Et puis un peu le lundi, parce que je travaillais Ouais. pas le lundi, donc du coup, Ouais. c'était un peu plus light. Et puis après, je repartais, avocat, machin. Et puis après, les notes, l'école, les machins, les trucs. Et j'allais à Paris, j'arrivais le vendredi matin, je déjeunais avec toujours des gens hyper sympas le vendredi midi, puis le vendredi après-midi, je révisais, puis le vendredi soir, il y avait conf de 2 heures à la Sorbonne, puis après, je faisais des trucs, et puis le samedi matin, soit il y avait colle, soit il y avait colle puis correction, soit correction puis colle, et puis après, je rentrais. Et donc ça pendant, je dirais, entre janvier et juillet. Et alors 2014. Alors, je l'ai passé, donc si je suis là, c'est qu'évidemment, je ne l'ai pas eu. Et que... Ou vous auriez pu l'avoir et finalement vous dire, en fait, Ouais, c'est pas relou, je préfère être avocat. Non, en fait, je l'ai passé une première fois, et j'ai été admissible. Donc quand même, Donc 7 ans après avoir avocat, été d'ailleurs, c'était pas magistrat, c'était conseiller conseiller de administratif. TA. C'était pas l'ENM, c'était vraiment la version concours administratif. Souvent les trucs qui sont confondus avec la pré-pénat, enfin tout ça. Donc c'est un concours qui est assez difficile. Et 7 ans après avoir arrêté mes études quand même, je me retrouve admissible à ce truc-là. Bon, après avoir cravaché et tout. Je pense que c'était pas volé, c'était un peu l'opération, c'était un peu... Je vais aux oraux. Et ça se passe pas terrible, les oraux. C'est-à-dire que notamment, il y a un oral technique duquel je me suis pas trop mal sortie, et l'après-midi, donc il y a une pause l'après-midi, et là, on passe le matin l'oral technique, il y a un break, et puis l'après-midi, on passe l'oral dit de personnalité et de motivation, sur lequel je me suis lamentablement rétamée. C'est vrai ? Catastrophe, parce qu'en fait, je m'étais pas préparée correctement à cet oral. C'est-à-dire qu'il y a toute une fiche avant, en introspection totale, sur... en fait, pour que le jury prépare les entretiens, genre qui vous êtes, un peu les questions que vous vous posez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez faire conseiller, dites-nous, enfin, des tas de trucs, voilà. Et c'est un peu violent parce que ça questionne le pourquoi de on est là, le pourquoi du parcours. Enfin, déjà, on est sous pression, on est admissible, on se relâche un peu, mais il y a les dates d'oraux qui approchent à vitesse grand V, on remplit ce truc, ça nous fait revenir sur soi, on est crevé, c'est horrible comme exercice. Ouais. Et je crois qu'à l'époque, j'étais pas très bien paramétrée, c'est-à-dire que avec le recul, ma fiche, elle était pas d'une tristesse, mais d'un négatif. C'était genre, ouais, en fait, je suis pas bien dans ma robe, ça le fait pas, je me sens... Bon, forcément, les gens, ils ont vu arriver une fille, ils se sont dit, tiens, elle doit être dépressive ou quoi, j'en sais rien, je sais pas. Et donc, j'avais fait 3 cabinets de collaboration, ce qui était quand même pas fou, sur 8 ans. Et en fait, la présidente... C'est stable, du coup, c'est cool. Ouais, mais sauf qu'en fait, moi, j'étais pas prête à ça. La présidente, elle me dit, mais c'est un peu instable, non? Oh, j'ai vu le sol se dérober, et je me suis viandée comme c'est pas permis, parce que j'avais... Au lieu de dire, contrairement à tous ceux qui changent tous les 6 bien mois, sûr. j'ai envie de vous dire... Exactement. Et en fait, je sais pas, je me suis complètement ramassée à cet oral. Pas bien. Je sais pas je m'en souviens à peine. Mais ça a été vraiment pas bon. Donc je sors en me disant, on n'y est pas, ça va pas être foufou. Bon.
Donc j'ai les résultats. Évidemment, je ne l'avais pas, je n'étais même pas sur liste d'attente. Enfin, voilà. Et puis j'ai pris ça, c'était rude, quoi. Parce qu'en plus, vu mes notes, je savais très bien pourquoi j'étais rejetée. C'est-à-dire que c'était pas pour mon niveau, puisque l'oral technique s'était pas mal passé, mais j'avais pris une tôle à l'oral de personnalité et de motivation. Et c'est hyper dur de vous faire bouler d'un truc à cause de ce que vous êtes ou de ce que vous renvoyez ou de ce que... Donc je prends un peu de truc comme ça en me disant, bon, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, on rempile. Sauf que cette fois, je me dis, je n'y vais pas, je fais la prépa à distance. Donc, c'est-à-dire que je m'impose un rythme de vie un peu monacal, avec des plages de temps. Donc, j'étais toujours en contrat de collab à mi-temps, donc je consacre le lundi à la rédaction de la note ou de la disserte ou du truc. Et puis voilà, donc je recevais les corrigés, et ça se passait franchement pas mal. Donc, je décide de passer, je m'inscris, je vais passer les oraux, les écrits. Réadmissible. On rempile pour les oraux. Donc je vais dire une fois pas deux. Et alors là, vous vous êtes dit, comment est-ce que je prépare cette orale ? Donc je m'étais lié un peu d'amitié avec les directeurs de la prépa, parce que j'étais un peu plus vieille que tous les autres, donc du coup on s'est un peu retrouvés sur des trucs. Il y en a un qui était ancien avocat aussi, enfin bon, donc... Et puis on décide de préparer ça mieux, pour pas que je me plante et tout. Donc, et puis moi j'étais aussi un peu dans un état d'esprit qui était différent. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon si je réussis ce concours, c'est super, si je l'ai pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, j'aurais appris des tas de trucs, c'est pas important. Donc je prépare cette orale, un peu, c'est vraiment un truc sur la longueur à tout. Puis je me dis, il y a un truc qu'il faut que je change absolument, c'est la manière dont je vais me présenter à eux, mais juste dans l'enveloppe. C'est-à-dire que la première fois, évidemment, j'étais pas allée en tongs et en jeans, c'est pas la question, mais je pense que c'était pas assez rigide pour contenir ce que je suis capable de faire sortir de ma personnalité. Donc je me suis inventé un carcan, c'est-à-dire que je me suis acheté une robe méga rigide de couleur un peu triste, qui arrivait aux genoux, un truc un peu serré comme ça, et puis avec des petites manchettes. Un peu à la Claire Underwood. Ouais, un truc, j'étais un peu, c'était très très straight, quoi. Puis une petite veste noire qui dépassait rien, des collants méga opaques, des bottines noires, d'une strictitude absolue. Mais du coup, c'était plus vous. Je m'étais attaché les cheveux, j'avais tout été... mais pincé, et ce qui fait que ce qui pouvait sortir de spontané apparaissait comme une joyeuse fantaisie, et pas, c'était complètement l'inverse de ce que j'avais proposé avant, où j'avais un look qui était élégant, mais je m'étais coupé les cheveux qui s'étaient mis à boucler, donc j'avais une espèce de touffe, enfin pas, non, j'exagère, je dis pas non plus, mais j'avais des cheveux quand même un peu partout, et puis j'étais plus moi que ce que je n'étais la deuxième fois. Et donc ce que j'ai pu conserver, ce qui est sorti, est apparu, ouais, vraiment comme un truc, un peu marrante, quoi. Et je pense que ça m'a sauvée. Parce que je m'étais paramétrée en me disant, de toute façon, peu importe ce que tu dis, ils vont en prendre le contre-pied, ils vont prendre le truc en creux. Donc prépare-toi à avoir des questions. Et notamment, j'avais mis dans cette espèce de CV qui demande à remplir, j'ai dit, voilà, il y avait beaucoup l'université qui revenait. J'ai très bien compris la question. Pourquoi vous n'êtes pas prof ? Pourquoi Et je leur avais dit, voilà, moi j'ai appris le droit, mais ce qui m'intéresse, l'enseignement... J'adore, c'est pour ça que je fais travaux dirigés, mais la recherche, ça m'intéresse pas. J'ai envie de faire de l'opérationnel. Donc, oui, d'accord, bon. Et j'avais mis aussi que je relisais beaucoup les écrits j'ai plein de copains qui sont universitaires, qui me disaient, tu veux pas relire, parce que je voudrais que ça ait quand même une visée pratique et tout. Et ils me disent, mais pourquoi vous passez votre temps à relire, pourquoi vous écrivez pas ? Réponse, j'écris pas parce que j'ai pas encore trouvé un sujet qui me donne l'envie et j'arrive subséquemment pas à me dégager le temps nécessaire pour faire un truc propre. Mais j'y pense. Tous les jours, je me dis qu'il faudrait que j'écrive des trucs. Je vois des choses, il y a un article à faire, faut faire. Je fais pas. Donc j'ai expliqué ça, ils me disaient, oui, d'accord, ouais, c'est cohérent et tout. Et j'ai eu une très bonne note à cette orale de personnalité. Bon, comme je m'étais un peu viandée sur le sujet sur les directives européennes le matin, et que j'avais des notes d'écrit qui étaient bonnes, mais qui ne devaient pas être non plus dans le haut du panier, existe. Pour autant, j'étais pas sur la liste d'attente, mais en discutant avec ceux qui étaient dans les oraux et en fonction des moyennes respectives, c'était dans un mouchoir de poche, je pense que sur 0,5 points, on était 4. Et puis du coup, ça a dû vous rassurer. Exactement. Et d'un autre côté, est-ce que ça rassure d'être approuvé sur une personnalité qui n'est pas la sienne ? Alors j'étais moi. Ah, vous étiez vous quand même. Ok. Physiquement, j'étais pas moi. C'est-à-dire que sur le plan purement extérieur, mais une fois... Vous les avez trompés avec la forme, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, sur la forme, ils n'ont pas eu un a priori qui rentrait pas dans leur case. Mais j'étais tout à fait moi. C'était pas du tout, je présentais pas une autre personne que ce que j'étais. C'est-à-dire que je leur parlais comme je vous parle aujourd'hui. Sauf que, j'étais habillée, je rentrais dans leur case
avec ce qu'ils ont pris, je pense, pour de la détermination, de l'envie, du truc. Mais j'étais pas du tout, en revanche, c'est sûr, la même personne qu'à l'oral précédent, où pour le coup, je pense que c'est moi qui allais pas, on va pas toujours hyper bien, on s'en rend pas compte, et je pense que clairement, je renvoyais un truc qui était pas bon, et c'était normal que je me plante. Ce jour-là, je savais où j'allais, je savais pourquoi j'y étais, et je leur ai montré qui j'étais, mais avec cette plastique qui convenait à l'endroit où j'étais. Ouais. Mais c'était moi qui leur parlais, c'était pas quelqu'un d'autre. Et donc, le fait est que vous l'avez pas, comment... Alors, ça a conditionné des tas de trucs. Mais déjà, comment vous l'avez vécu ? Hyper bien. Hyper bien. Hyper bien, parce que je me suis dit, je suis rejetée parce qu'il y a meilleur que moi. Et ben, tant mieux pour eux. J'en avais vu pendant les oraux, parce que j'avais assisté aux oraux. On vivait pas dans le même monde, des types qui avaient fait des doubles cursus, philosophie et droit. Ah, vous avez commencé à jouer dans un orchestre philharmonique, pourquoi n'avez-vous pas continué ? Ça va être compliqué. Bon, clairement, je pense qu'au niveau des connaissances, j'y étais pas. Et je pense que comme mes notes avaient plafonné d'une année sur l'autre, j'étais au max de ce que je pouvais produire. Je sortais pas de la fac comme les autres, j'avais 2 gosses, un boulot, il y a un moment, plus de 30 ans, voilà, c'était fini. Et j'avais aucune amertume, j'étais pas en colère, j'étais très bien. Et en réalité, c'est un peu l'explication du pourquoi je suis là physiquement aujourd'hui. Il y avait très peu de confrères qui savaient que je préparais ce concours, et notamment il y avait Yann, mon associé, que je connais pour l'avoir rencontré chez notre père spirituel commun. Et Yann me disait, allez, tu veux pas venir travailler avec moi, viens, on s'associe et tout. Je disais, mais je peux pas, j'ai un gosse, peux pas passer un concours. Et en fait, il me disait, bon, ça va, mais je le racontais, je le tenais au courant et tout. Et puis un jour, aux élections au mois de décembre, au Conseil de l'Ordre, l'année où j'ai passé le concours pour la 2e fois, il me dit, bon, alors, comment tu vas et tout. Je lui dis, bah, tu vois, j'attends les résultats d'une minute à l'autre, je sais pas. Et on était assis, je m'en souviendrai toute ma vie, on était assis sur une table, on attendait les résultats des élections au Conseil de l'Ordre. Et il me disait, tu vois, j'aimerais vraiment bien changer mes modalités d'exercice et tout. Il me dit, bon... Et on était assis au fond, là, au Conseil de l'Ordre, sur une table, tous les deux, comme 2 gosses avec les jambes qui traînaient comme ça. Et puis je dis, bah, tu vois, ça devrait arriver. Et puis, machinalement, j'actualise la page de résultats qui me saute au visage. Et on était tous les deux. Donc, il y a un moment de flottement entre nous. Et puis, on fait comme ça. On regarde, et puis on se regarde. Je lui dis, on est d'accord, j'y suis pas. On me dit non. J'accuse un peu le coup, c'était un peu un épisode de bref. Je me regarde, je le regarde, et puis je lui dis... Il y a eu un silence, je dis, bon, bah, je rentre. Donc je suis partie, parce que c'était quand même une grosse information à encaisser. Et pendant notre conversation avant, il m'avait dit, voilà, écoute, je le souhaite pas, mais si tu l'as pas, franchement, viens avec nous et tout. D'autant que mon contrat de collab s'était terminé. Pour plein de raisons. On s'était quitté en très bon terme, mais mon contrat de collab était terminé. Donc j'étais vraiment avec rien. Donc il me dit, allez, viens, sinon tout. Bon, l'information, je la mets évidemment dans un coin de mon esprit, mais j'étais pas du tout prête à réfléchir à ça. Et puis, je rentre et tout, bon, on débrief, puis je me dis, c'est pas grave. Je me couche, et le lendemain, je me lève, et mon premier truc, j'ai appelé Yann, et je lui ai dit, banco, on y va. Je pense, j'avais 5 dossiers. Bon, il m'avait dit, c'est pas la question, ça va le faire. Et donc, je suis arrivée avec lui, et donc, on se quitte. Et pourquoi ça s'était terminé cette deuxième... Bon, pour des raisons qui sont un peu internes au cabinet, c'est-à-dire que, en fait, prosaïquement, l'avocat avait des problèmes de santé, et il voulait recruter un plus jeune, moins cher, plus disponible à plein temps. Je rentrais plus dans les cases, et il était convaincu, comme il croyait beaucoup en ce que j'étais capable de faire, que je l'aurais. Mais c'était pas une fin de collab en autre boudin. Non, mais ça c'est pas... très bien terminé. Encore une fois, c'est pas ce que je cherche. Non, j'ai bien compris, ouais. Mais voilà, ça s'était terminé parce que on était arrivé au bout du truc et voilà, c'était comme ça. Ouais. Et donc l'installation, dans la foulée. Alors, l'installation, oui, c'était un grand mot parce que je dois avoir, donc 5 ou 6 dossiers avec moi. Et Yann et Mélanie, mon autre associé, partageaient des bureaux déjà, dans lesquels je suis venue me faufiler un peu. Ici, non, on était sur le port, un peu plus loin. Et donc, voilà, je me suis installée au fur et à mesure. Yann m'a présenté des clients. Les confrères ont commencé à savoir que je m'étais installée. Ils sont publicistes aussi Tous, on est tous de formation publiciste, avec des connotations un peu différentes pour chacun, mais on a tous peu ou prou le même diplôme de contentieux. Et donc, on s'est retrouvés, et puis on a commencé à avoir une vie à 2,5, parce que Mélanie était encore à mi-temps en collaboration, elle venait le reste du temps. Puis on a appris à se connaître 1 an quand on était dans ces locaux-là, et puis au bout d'1 an, on a constaté que
on s'entendait bien. Donc on a atterri ici en janvier 2017. Donc que vous vous entendiez bien et que ça marchait bien aussi, parce exactement. que je suppose que ça suivait niveau dossier. Ouais. Alors on reste très indépendant dans la gestion de nos dossiers, on n'a pas une structure qui est très intégrée, comme on n'a pas une CELARL, on a une association qui est un peu particulière, mais c'est aussi pour se donner la chance que ça fonctionne, parce que c'est 3 profils très différents, on a des âges très différents, moi je suis vraiment le bébé du truc, moi je suis arrivée avec mes mauvais dossiers qui étaient tout petits, donc j'avais un chiffre d'affaires qui était microscopique, enfin c'était ridicule. Yann était installé depuis plusieurs années, et il commençait à avoir un cabinet qui tournait, et Mélanie qui était une collaboration à mi-temps, donc on avait des disparités très fortes de revenus, et puis des différences très fortes de vie, c'est-à-dire que moi j'avais à l'époque 2 enfants, Mélanie aussi, on essaie de se rendre disponible pour nos enfants, il n'y en a pas d'enfants, donc il a des amplitudes horaires qui sont différentes, et on voulait pas commencer à se regarder les uns et les autres, ah il arrive à telle heure, ah ça c'est l'heure qu'il repart, ça nous intéressait pas. Donc pour le moment, on est sur ce fonctionnement-là qui fait donc en fait, vous êtes quasiment plus sur une mutualisation des moyens. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est plus que ça, parce qu'il y a des charges communes qui sont plus importantes et tout. Et puis au-delà de ça, on a un affectio societatis qui est très fort et qu'on va bientôt convertir différemment, mais on s'est laissé ces 3 ans pour regarder comment on fonctionnait, ce qu'on pouvait améliorer, s'il fallait qu'on soit plus intégré comme structure, enfin voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il en est résulté de ces 3 ans un peu d'incubation? Ben, c'est pas toujours évident. Les résultats, ils sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on imagine en réalité. En termes de dossier? Ouais, et puis un peu financièrement parfois. C'est-à-dire que bah ouais, un mois fait pas l'autre. Et puis il faut apprendre en fait à monter en charge. Moi j'ai toujours un problème avec la facturation. Je fais partie des confrères complexés de la facturation. En disant c'est peut-être cher pour les gens et tout. Pas de secret, ça se ressent quoi. Donc moi j'apprends à progresser là-dessus. Les autres ont des points de progression différents et on pense qu'on sera plus intégré d'ici 2020. On se laisse encore un peu de temps pour essayer de faire une équalisation des revenus pour qu'on n'arrive pas dans des gouffres chacun l'un de l'autre quoi. Ouais. Mais je suis très contente. Et vous quand vous dites plus d'intégration, enfin vous avez parlé de l'affectio societatis et tout, qu'est-ce que vous avez formalisé un peu dans vos têtes? Pour le moment, rien. On s'est juste dit que, en gros, on s'est fait des déclarations d'amour commune de travail, on était contents, mais pour le moment, il faut qu'on prenne le temps de monter ça. Et le temps, là, on l'a pas. Et monter ça, ce serait monter... Bon, je sais pas, une CELARL, un truc plus intégré avec... En tout cas, vous n'avez pas été dans une réflexion un peu comme l'ont pu être d'autres invités jusqu'à maintenant, en termes de business, à quoi est-ce qu'on veut que notre... Et pas juste en termes de chiffre d'affaires, en termes de boîte, d'entreprise, à quoi est-ce qu'on veut que notre cabinet ressemble, notre marque, notre rapport aux clients, enfin, vous n'avez pas fait ça? Non, on n'y est pas. Peut-être que ce sera une préoccupation, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Okay. Là, moi, j'essaye juste de faire décoller un truc, et c'est long. C'est long, quoi. De commencer de rien, c'est long. Et donc, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans qu'on est vraiment associés. Mais ça, c'est un peu... Il y a un moment, faut que ça chauffe, quoi. Donc, ça y est, je sens que ça commence à vraiment prendre. Mais on n'en est pas là, en fait. On n'a pas envie de ressembler à des énormes structures, ça nous fait pas rêver. On n'a pas envie de véhiculer les mauvaises valeurs que certaines véhiculent. Enfin, on n'est pas du tout... Et quelle valeur vous auriez envie de véhiculer, justement? En fait, on est plutôt... on est un cabinet qui est... alors, c'est vraiment un mot qui est hyper à la mode, mais c'est tellement vrai. On espère être chargé en bienveillance, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils viennent là, c'est des gens. C'est pas des robots, c'est pas... s'ils viennent, c'est qu'ils sont pas contents. Enfin, à part ceux qui font des FUSAC et des trucs comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec les fonctionnaires. La moitié pleure dans le bureau parce qu'ils sont au bout du rouleau. Les filles font beaucoup de droits des étrangers. C'est pas marrant comme clientèle sur plein de points. On fait de l'humain et on essaye de le faire le mieux possible. C'est-à-dire que les gens sont pas des tiroirs caisses. Mais bon, moi j'ai toujours ce problème quand même de facturation à régler qui fait que je ne fais pas du bénévolat. Ou alors je change et je vais faire du vrai bénévolat. Mais j'arrête d'avoir une boîte à faire tourner. Enfin voilà, j'arrête d'être chef d'entreprise. J'arrête d'avoir la prétention d'être ça, quoi.
Mais ça, c'est un gros défaut que j'ai et qu'il faut que je corrige un peu. Il faut que je trouve le juste équilibre. Et vous avez dit d'ailleurs à ce sujet que vous travaillez dessus. Vous travaillez, enfin vous avez Non, je me fais pas des ça se objectifs, formalise mais ouais, non, non, mais mais sans objectif. Genre, est-ce qu'il y a une manière que vous avez de travailler sur ce sujet ou... ou- éloquence à nouveau. Est-ce que j'ai une manière de travailler? C'est de me dire que il faut que je gagne en rigueur sur le temps que je passe sur les dossiers, prendre le temps de noter le temps que je passe pour avoir une vision réelle du temps que me demande tel ou tel dossier. Mais ça passe par des trucs qui me venaient pas à l'esprit, que je trouvais même un peu ridicule quand j'étais collab. Je me souviens d'un associé qui disait faut chronométrer le temps que vous passez le téléphone et puis vous le facturez. Je me suis dit franchement, c'est carrément exagéré. En fait non. En fait non, ça ne l'est pas. Alors un appel de 5 minutes, je dis pas, mais les clients qui appellent 15-20 minutes, il faut que j'apprenne maintenant à leur dire au premier rendez-vous, voilà, comment ça se passe. Quand vous m'appellerez, vous m'appelez pour me dire maître, je sais pas quoi, un petit truc sans intérêt, ok, mais c'est pas le moment où je dois poser ce que je suis en train de faire, sortir le dossier, réfléchir. Mais ça marche avec les mails. Un mail, on a l'impression, c'est bon, elle va répondre. Pareil, mais sauf qu'il y en a. Maître, j'ai besoin que vous m'éclairiez sur ma situation, alors, en dehors de toute procédure. Et justement, j'ai une dame qui m'a envoyé un mail en me disant, alors, j'ai une procédure avec elle qui est à l'aide juridictionnelle, soit, mais elle me demande des trucs qui sont complètement extérieurs. Je sais pas comment je vais gérer ça. En théorie, c'est un truc qui est facturable parce que ce n'est pas de rapport direct avec le dossier en question. Et lui dire? Il y a 2 mois, je pense que j'aurais tout arrêté. J'aurais fait, oui, madame, alors pour vous renseigner, là, je vais pas le faire. Je veux dire, madame, je comprends, mais comprenez aussi que ce que vous me demandez, ça n'a pas de rapport direct avec votre dossier qui est pris en charge par l'aide juridictionnelle et c'est normal. Enfin, c'est normal que je sois payé à l'AJ, c'est pas la question. Seulement là, vous me demandez quelque chose qui est autre, ça va vous coûter. Et ça me coûte, mon terme est choisi, ça me coûte de lui demander, parce que je sais qu'elle est dans une situation financière délicate. Pour autant, je peux pas faire autrement, je peux lui faire toutes les facilités de paiement qu'elle veut, mais je ne vais pas pouvoir passer 2 heures, parce qu'elle se rend pas compte, et c'est le temps que ça va me prendre, de répondre à sa question, de faire des recherches, des trucs gratuits. Je peux plus faire ça, en fait. Donc j'apprends au fur et à mesure. C'est un peu en prenant les murs qu'on se rend compte qu'il faut tourner avant, quoi. Donc j'apprends ça. Voilà. Ça passe par mes conventions d'honoraires dans lesquelles je vais mettre ça pour qu'ils le sachent dès le début. Enfin voilà, c'est du quotidien, mais c'est apprendre à mettre ça en route. Voilà. Et le conseil de l'ordre? Le conseil de l'ordre. Alors, je me suis trouvée embarquée dans le conseil de l'ordre par mon associé, qui lui était membre sortant, et qui m'a dit « Allez, viens, on fait un binôme. » J'ai dit « Oui, d'accord. » Donc ça, c'était quand? C'était on a été élus fin 2017, donc un mandat, donc pour un mandat de 3 ans, c'est... comment qualifier ça? Il y a un côté... C'est un truc auquel vous aviez pensé avant? Pour vous résumer la situation, j'ai toujours été déléguée de classe. Très bien. Voilà. Donc c'est toujours un truc qui m'a plu de... c'est insupportable. Quand j'y pense, je dirais, il était délégué de classe, c'est insupportable. Non, mais c'est pas ça insupportable. Traduit quand même... Ça traduit une personnalité, voilà. Un engagement pour le collectif. Voilà, exactement. Enfin, y a pas de... Donc le fait d'être élu par ses pairs, c'est satisfaisant, non, gratifiant non plus. C'est une forme de reconnaissance qui est jamais mauvaise à prendre. Ou qui est gratifiante d'ailleurs, c'est pas grave. Oui. Non mais je veux dire, je le conçois pas j'ai pas de problème je le conçois pas comme un endroit où je peux exprimer un pouvoir ou un truc. C'est pas ça. Je le conçois pas comme un lieu où je compense des carences que je pourrais avoir parce que j'ai une parcelle de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ça m'intéresse pas de réfléchir comme ça. Certains réfléchissent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont moitié saints d'une aura incroyable parce qu'ils sont élus MCO. Enfin bon, c'est arrivé. Moi, je vise personne, mais moi, mais cela dit, je veux dire, c'est pas... C'est acceptable. Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien la sûr. Reconnaissance de ses bien pairs, sûr, évidemment. Mais je conçois pas ça. Ça m'a pas fait péter les plombs, quoi. Oui, je suis MCO. Bon, c'est bien. De temps en temps, c'est très utile de le placer quand on parle à des confrères de barreau extérieurs qui nous prennent un peu de haut parce qu'on est une femme et qu'on est un peu jeune. Le truc est mis. Bon. C'est une assemblée que je trouve assez. Je sais pas comment qualifier ça. C'est démocratique, c'est... Il a quand même fallu faire campagne. Non. Non? Parce qu'il y a...
Voilà. Moi, je viens de Paris, hein, donc Ouais, Paris, mais oui, c'est la campagne, non. on entend. Non, c'est pour ça que je vous dis que c'est gratifiant, mais c'est pas non plus la folie, parce qu'en fait, il y a autant d'appelés que d'élus, quoi. Parce qu'en fait, il manque 7 membres, bah on élit 4 binômes, on tire au sort le dernier pour savoir qui saute du binôme restant, et voilà. Donc il n'y a pas de campagne plus que ça. D'accord. C'est pas une élection politique chez nous. C'est une élection qui est fondée sur ce qu'on renvoie en réalité. C'est-à-dire que, on a vu des confrères prendre des gadins, se présenter et prendre des gadins parce que clairement il y avait une fronde contre eux parce que personne ne voulait les voir rentrer au Conseil de l'Ordre. Pour différentes raisons. Mais non, nous on a été élus correctement et c'est une instance que je suis contente d'avoir intégrée parce que c'est important de savoir comment fonctionne son ordre. C'est-à-dire que sinon, quand on n'a pas fait le passage par la case Conseil de l'Ordre, on n'en voit que ce qui en sort, c'est-à-dire les délibérations, les décisions, les trucs comme ça. Là, il y a un côté un peu, oui, c'est sympa d'être dans l'instance décisionnelle. Ouais, et puis il y a un investissement, alors il y a des trucs évidemment, faut aller représenter l'ordre à telle manifestation, c'est pas toujours le truc le plus intéressant du monde, mais ça crée un relationnel qui est différent entre les membres du Conseil de l'Ordre, ça crée un relationnel avec le bâtonnier, ça crée un relationnel avec l'extérieur, avec certains confrères qui seraient peut-être jamais venus me voir pour, je sais pas, pour différentes raisons, qui disent « Ah bah oui, c'est toi qui es MCO, est-ce qu'on pourrait pas parler de tel truc ?» Et puis, ça ouvre sur les juridictions aussi. C'est-à-dire que comme on est les deux seuls publicistes du Conseil de l'Ordre, on est en charge, surtout Yann et moi je le supplée, de la gestion des relations avec les juridictions administratives. Et ça crée aussi un truc qui est un peu particulier avec les magistrats. Pas que ça nous donne une forme de respect, mais on est là pour autre chose que plaider nos dossiers. Et ça crée une relation qui est différente, qui est plus riche, voilà. Et qui nécessairement enrichit aussi les dialogues Exactement. Dans le cadre des dossiers, je suppose. Exact. Oui, non, parce qu'ils restent totalement impartiaux, mais... Non, mais bien évidemment, mais en tout cas, c'est... Le dialogue est plus facile. Voilà, le dialogue est plus facile. Ouais. Et sur le fonctionnement de l'ordre, alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises ou... Pas tant que ça, parce que c'est assez transparent au final, parce que les réunions de l'ordre, à quelques décisions près, elles sont publiques, donc... Non, moi, il n'y a rien qui m'a surpris plus que ça. On a un petit barreau, il y a 400 avocats, on se connaît tous ou presque. Non, il n'y a rien il y a rien qui me fait mes bras m'en tombent. Non. Il n'y a rien qui me pose plus de difficultés. Non, rien de spécial. Non. Et vous êtes avec les représentants du jeune barreau, c'est ça ? Ouais. C'est parce que... mais vous n'êtes pas représentante du jeune barreau. Non, je suis pas représentante. Vous occupez. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que la commission jeune barreau, c'est une commission qui est interne à l'ordre. C'est une commission qui est constituée des avocats de moins de 4 ans d'exercice chez nous, jusqu'à 4 ans. Et ils élisent chaque année entre 2 et 4 représentants, lesquels sont invités, mais comme tous les confrères, aux réunions du Conseil de l'Ordre. Et au sein du Conseil de l'Ordre, des membres élus, sont désignés 3 confrères en charge, on préside, le terme un peu gros, on préside la commission jeune barreau. Donc on est le référent des représentants du jeune barreau, et aussi on est l'interlocuteur privilégié des membres du jeune barreau, au sens large, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, des trucs comme ça. C'est aussi comme ça qu'on les aide à préparer leur journée. On aide... Au mois de janvier, moi j'ai organisé la journée d'accueil des jeunes confrères, qui était une journée qui leur a été consacrée, où on leur apprenait les usages des juridictions du ressort, on a décliné toutes les matières possibles, voilà, donc c'était une journée où ils se sont tous rencontrés, il y avait le bâtonnier, nous les représentants du jeune barreau, on était là aussi, voilà, c'était une journée qui était... Voilà, on essaye de les accueillir le mieux possible, c'était un truc qui n'existait pas trop avant, et on essaye de faire que pour les jeunes confrères, ce soit le plus simple et le plus sympa possible. Et c'est une appétence particulière à être avec la jeunesse parce que vous êtes encore chargé de TD, donc je suppose qu'il y a un goût dans cette discussion. Alors, je mettrais pas ça sur le même plan. C'est-à-dire que l'université, je m'y sens chez moi. Le doyen de la fac, il m'appelle l'agent double. C'est-à-dire qu'en fait, il sait jamais en qualité de quoi je suis à la fac. C'est-à-dire, est-ce que je suis MCO, est-ce que je suis là parce que je suis membre du jury du CRFPA? Ah non, elle vient parce qu'elle est en cours en master 2, d'accord, bon, très bien. Voilà. Donc c'est un endroit où
les universitaires me connaissent, mais ils savent un peu mon côté un peu binaire, c'est-à-dire, voilà, je suis là en tant qu'avocat, mais je suis enseignant, et je le reste. Ça, c'est plutôt dans mon côté, j'aime bien apprendre à apprendre, quoi. C'est leur montrer que finalement, le droit, c'est pas si compliqué, que ça peut être franchement rigolo quand on s'y prend pas trop mal, et je trouve que c'est assez fascinant de voir l'information arriver, comprise, et restituée chez eux. Enfin, le fait qu'ils arrivent à ressortir quelque chose et que quand je vois qu'ils ont compris, bah je trouve que je trouve que c'est merveilleux le schéma qui se fait, c'est-à-dire que quand ils comprennent, j'ai eu notamment des deuxièmes années à une époque, donc vraiment des bébés quoi, et puis leur faire comprendre que dans les jurisprudences séculaires du Conseil d'État qu'on leur donne, qui sont complètement déconnectés des faits, vraiment de ce qui s'est passé, et quand j'essaye de leur faire comprendre qu'en fait à un moment il y a un type qui a vraiment eu un problème, il est arrivé avec son petit dossier devant le conseil de préfecture à l'époque en disant voilà c'est ça mon problème, que le dossier il a gravi tous les échelons jusqu'à redescendre au Conseil d'État, et qu'ils comprennent et que comme ça ils arrivent à restituer les faits et à comprendre la différence entre une question de fait et une question de droit. Alors moi je trouve ça super parce qu'ils ont compris ce pourquoi ils étaient là. Ils ont compris l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de retenir quels sont les critères d'identification du service public, mais pourquoi, à tel moment, le Conseil a dû définir ces critères-là, dans quel contexte, comment il s'y est pris. Moi, leur apprendre à faire un commentaire d'arrêt, c'est pas compliqué, en fait. J'ai compris comment on faisait un commentaire quand j'ai dû apprendre à leur apprendre à en faire. Je leur ai dit, ce qu'on vous demande, c'est de nous expliquer comment le juge arrive à sa solution. Je dis donc, vous comprenez que le plus intéressant, ce sont les silences. C'est-à-dire que quand, en fait, vous arrivez devant une décision où vous dites « Oh, je sais pas quoi dire », il y a rien à dire, et ben dites-vous que, au contraire, c'est qu'il y a plein de trucs à dire, à savoir ce qui n'est pas dit. Ça, moi, je trouve que le mécanisme intellectuel, c'est super, quoi. Donc ça, c'est l'enseignement. Ouais. Et côté... et le jeune barreau, ouais. C'est quasiment, je dirais, c'est presque politique, là, pour le coup. C'est-à-dire que je veux m'assurer qu'ils aillent bien. C'est-à-dire que... moi, j'ai pas souffert dans mes collabs, comme on l'a dit, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu déplu. J'ai vu des trucs horribles dans certaines collabs. Et puis, moi, quand je suis arrivée, il y avait pas trop de jeunes barreaux. Donc on a vraiment été jetés dans le truc et tout. Et là, il y a une cohésion qu'ils arrivent à avoir que je trouve vraiment très chouette. Et il y a ce côté un peu, je sors un peu voilà, j'ai plus de 10 ans de barreau, je suis plus un jeune avocat. J'essaye pas d'être une fausse jeune, je déteste ce concept, mais je trouve que c'est un peu notre rôle en tant que plus vieux confrères de les épauler un peu et de les aider dans ce boulot qui devient pas facile. Et en fait, je me sens pas responsable d'eux, mais mine de rien, certains dysfonctionnements du système, je porte une part de responsabilité. Alors je me sens pas responsable, mais on porte tous une part de responsabilité de certaines défaillances. C'est quoi votre part de responsabilité ? Je sais pas, le fait qu'on ait été élevés, nous, à être un peu individualistes, trucs comme ça, ou... Comment ça, individualiste ? Je sais pas comment expliquer ça, que... peut-être qu'on aurait dû, quand les collabs se passaient mal, on aurait dû peut-être nous taper du poing sur la table avant, pour pas qu'il y ait certains trucs qui se sclérosent, certains usages qui restent... lutter contre certaines réflexions complètement cons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot de confrères. Vous êtes jeune avocat, vous êtes un peu paumé, ça se voit, personne vous connaît, vous êtes pivoine parce que vous savez pas comment ça se passe dans la salle d'audience, et il n'y a personne pour vous aider. Évidemment que le barreau est pas comme ça, pas tous, mais il y a certains qui sont fondamentalement la confraternité, ils savent pas ce que c'est, quoi. C'est même pas la confraternité, c'est la plus élémentaire éducation, manifestement, ils ont pas. Et ça m'a... Moi, j'en ai souffert quand j'étais jeune collab, et je veux juste m'assurer que les autres souffrent pas de trucs dont on a potentiellement souffert, quoi. C'est juste ça. Et puis, c'est un truc, en fait, on n'est pas là pour faire de la psy, mais clairement, c'est un truc que je porte depuis très longtemps. C'est-à-dire que le fait que c'est un peu un défaut aussi, hein. L'empathie, ça peut être une plaie. Être empathique, c'est vachement chouette, ouais. Quelle purge, parfois, quand on sait pas comment faire autrement.
C'est un peu compliqué. Bah, c'est... Je sais pas si c'est dans ces cas-là, prétentieux c'est de plus dire de ça, mais l'empathie, c'est de la sympathie. Ouais, quasiment. On C'est bascule la dans le truc. sympathie Ouais. qui est la Ouais. plaie, mais l'empathie, bon... Oui, enfin, ce que je voulais dire par là, c'était l'empathie dont Ouais. on n'arrive pas trop à se défaire et qui fait faire des trucs parfois un peu pas très rationnels, ou pas très cohérents, ou pas très... Je suis pas en Qu'est-ce train que de... vous avez fait de pas rationnel, voyons. Non, mais c'est pas des trucs pas rationnels, mais où je suis capable de donner énormément de temps pour ça, et pour d'autres trucs, et on va revenir à un truc très prosaïque, et que ça me rapporte rien. Ouais. Mais peut-être que ça vous rapporte. Ça me rapporte, mais il y a un moment, je veux dire, les factures ne se paient pas toutes seules. Ouais. Et les honoraires ne rentrent pas tout seuls. Et je ne paye pas mes Non, collaborateurs. non, mais donc mais voilà, clairement, non, mais un rééquilibrage peut-être à faire, exactement. mais en tout C'est cas... c'est un chantier de l'année en cours. Ouais. C'est un chantier de l'année en cours. Pas facile. Ouais. Je travaille. Ça va avec le problème de facturation. Enfin, tout est ensemble. J'arrive à un stade où il faut que je reparamètre certains trucs. C'est-à-dire que là, je me suis un peu laissé faire comme j'avais envie, et je m'aperçois qu'il faut que je me contraigne sur certaines choses. Ouais. Mais voilà, les jeunes avocats, je suis pas là en train d'être hyper contente d'être le référent, et c'est génial, et qu'est-ce que ça me fait du bien à l'ego. C'est même pas la question. J'ai juste le sentiment d'être à ma place et de les aider comme il faudrait comme ils doivent l'être, quoi, comme ils méritent de l'être. Et pas traités comme des gamins. C'est des gens qui ont le même diplôme que moi et qui se donnent, et voilà. Il n'y a pas de... Bah, en tout cas, ils ont l'air d'apprécier parce que c'est eux qui vous ont, Oui, eux qui c'est vous ont vrai. recommandé pour faire C'est d'avocat. vrai, Donc, c'est vrai. C'est très vrai. donc, ils ont l'air d'apprécier Mm. votre accompagnement. Et quand on s'est eu au téléphone pour organiser cet entretien, vous m'avez dit que vous laissiez, enfin voilà, que vous laissiez votre téléphone au bureau, que vous laissiez le boulot au bureau, Ouais, que... J'essaye. Ouais. Ouais. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. C'est-à-dire que, en fait, je me suis très vite rendu compte que si je ne compartimentais pas ma vie de manière très rigide, je faisais n'importe quoi ici, et j'avais envie de manger mes enfants. D'énervement. Merci. Donc, j'avais envie je supportais rien. Donc c'est pas la peine. J'ai pas eu des enfants pour être odieuse avec eux et pas me reconnaître quand je me regarde qui est la personne qui vocifère sur mes enfants. Ah, c'est toi, problème. Donc, en fait, quand je pars d'ici, je laisse. Sauf si je suis en forme et je me dis, je me ferais bien la petite consultation ce soir quand tout le monde sera couché, je me sens fraîche, je la fais. J'ai un mari qui doit bosser un peu le soir aussi, parfois on fait des sessions où on se dit, bon, on bosse, ouais. Alors c'est parti, puis on est là comme ça pendant 2 heures. C'est comme ça, on est tous les deux libéraux. Quand on est inspiré, on est inspiré. Hein. Voilà, on est tous les deux libéraux, il y a un moment, on n'a pas le choix. Quoi. C'est comme ça. Donc, on fait ça, et puis, donc quand je ramène, c'est plus ou moins volontaire. Quand je ramène physiquement, c'est plus ou moins volontaire. Quand je ramène intellectuellement, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui me chiffonne, qui reste, qui me pèse, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est un truc que j'ai un peu de mal à gérer. C'est-à-dire que je suis oppressée par ce truc auquel je fais que penser, et du coup, je suis pas à ce que je fais ailleurs, au premier chef desquels mes enfants, et qui ont pas demandé à ce que leur mère soit avocat, et qui ont pas demandé à avoir une mère qui, du coup, se montre moyennement aimable, pour dire un euphémisme. Et du coup, vous faites comment ? Je sais pas, ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place que plutôt que d'essayer de me dire c'est affreux, je travaille pas, je suis à la maison, je travaille pas, ça avance pas, je me suis dit écoute, oui ça n'avance pas, écoute tant pis. C'est-à-dire que sauf urgence absolue, délai merdique et tout, ça n'avance pas. Et ça vous a fait quoi de lâcher prise comme ça ? Beaucoup de bien. Parce que au mois d'avril, j'ai eu un petit coup de moins bien, où je n'arrivais plus à régler les problèmes des gens et régler mes propres problèmes. Il y avait Sachant qu'on en arrive au fait qu'en plus régler les problèmes des gens, il y a un moment où ça vous a aussi tapé sur les nerfs auparavant. Exactement, il y avait quand même un précédent. On a quand même une zone de fragilité sur le fait de régler les problèmes Disons des qu'en fait, gens. j'avais plus de place pour régler, moi, pas mes problèmes parce que j'ai la chance de pas en avoir, mais j'ai pas de vrais problèmes, mais j'avais plus de temps pour régler le quotidien, quoi. Tout me paraissait insurmontable, c'était impossible et tout, j'y arrivais plus. J'avais pris une mauvaise décision que je trouvais hyper injuste, j'avais fait une connerie dans un dossier, j'espère que je vais pouvoir la rattraper, mais enfin, bon, un truc pas bien, quoi. Vraiment nul, quoi. Un truc, c'était pourri. Donc ça, plus. Et je me souviens que j'avais discuté avec une de mes copines qui est psychologue,
et qui m'avait parlé des séances qu'ils faisaient entre psychologues d'analyse de pratique. Notamment, ils font ça dans les soins palliatifs, les médecins généralistes, on met ça en route aussi. C'est des groupes qui sont animés par un psychologue. Est-ce que c'est les groupes Balint? Non. Non. Non, c'est d'autres trucs. Mais non. Elle me raconte ça, elle me dit, mais je comprends pas, vous qui brassez autant de trucs merdiques, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça à l'ordre? Question initiale étant, pourquoi vous n'avez pas de formation en psychologie? Parce que parfois ça pourrait franchement nous servir. Ah ben ça. Hein, et donc elle me dit, bah écoute, j'ai un copain que je connais, qui fait ça, notamment donc avec des généralistes. Écoute, appelle-le, parce que peut-être, ça vous, elle parlait, j'ai une copine qui fait du droit de la famille, donc qui se retrouve en assistance éducative avec toute la misère du monde. Donc, elle en prend aussi gros et tout. Donc on prend tous notre lot de gens qui pleurent quand ils emmerdent, ils vont mal, ils ont des dettes, enfin, ils viennent, ils pleurent. Ouais, et à un moment, c'est lourd, quoi. Et donc j'appelle Yves-Antoine, que vous allez voir demain, et je lui dis, voilà, j'ai un petit coup de mou, là, j'arrive plus, mais personnellement, j'allais bien, mais je sentais que, alors, c'était très lointain, mais le fameux burn-out qu'on sort de tout le monde, je commençais à présenter 2-3 signes, c'est-à-dire incapacité à prendre du recul, agressivité, hystérie, enfin bon, je sentais que j'étais un peu... bon. Et puis, je dévisse 2 jours, vraiment, c'est-à-dire que j'étais prête, comme j'étais vraiment très nulle, tout me disait que j'étais nulle. C'est-à-dire que, de toute façon, j'étais incapable de gagner un dossier, je suis une merde, là, tout me le prouve, je vais faire une revue de casse pour faire un taux de réussite dans mes dossiers, je vais démissionner. C'était fini. Je claquais ma démission, je partais, j'arrêtais, et puis je sais pas ce que je fais. Mon mari me dit, t'en parles aux autres peut-être avant? Je dis non, de toute façon, je leur dirai quand ma décision sera prise, et tout. Il me dit, non, pas trop, faut pas faire ça. Je me dis, il est temps, j'appelle donc Yves-Antoine, que je rencontre toute seule. Et on parle de tas de trucs. Et je lui dis, voilà, c'est dur de... Tu vois, t'as des gens qui viennent, ils te racontent leur vérité. Toi, tu racontes un truc qui est un peu romancé. Mais il faut que ce soit vrai, mais il faut que ce soit en leur faveur. Et puis après, t'as le juge qui dit une vérité et tout. Et on a commencé à parler de vérité subjective, de vérité objective, de vérité de justice, de fusible. C'est-à-dire que c'est dur d'être le fusible de quelqu'un. Cette autorité de la justice, c'est-à-dire que ça tranche, au sens physique du terme, toute la violence potentielle véhiculée par l'institution justice, le fait qu'on est parfois autant psy qu'avocat, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça m'a fait un bien fou. Je suis sortie vidée de ce truc. Et en partant, je lui dis, écoute, il me reparle de ces groupes, il me dit, ça m'intéresserait de faire ça avec des avocats. Je lui dis, écoute, pas de problème. Je lui dis, je pense qu'en 3 jours, je te trouve 3 confrères qui sont disponibles pour faire ça. De fait. On a fait notre 2e réunion au mois de septembre. Trop cool. Super. Donc vous en faites tous les combien? Là, on a fait une en juin, une en septembre. Je pense qu'il va y en avoir une en décembre, je pense, un truc comme ça. Et donc, au cours de cette séance de 2 heures, on présente, il y en a 2 qui présentent des situations auxquelles elles ont été confrontées. Et donc, on raconte comment... C'est principalement des femmes? C'est que des femmes. C'est fou, hein. Moi, dans la formation que j'ai créée, bien dans ma robe, j'ai presque que des femmes aussi. Enfin, là, en septembre, j'avais que des femmes. En juin, il y avait 6 femmes, 1 homme. Ouais. C'est dingue, hein. C'est que des femmes. Et puis, alors, on est... la plus jeune, elle a donc 4 ans de barre. Après, il y a moi. Après, il y a une copine qui a 2 ou 3 ans de barre de plus. Et une qui doit être à 15 ou 16 ans de barre ou un truc comme ça. Avec des matières... il y a quand même 2 publicistes, une qui fait du droit du travail et une qui fait du droit de la famille. Donc en fait, on se retrouve assez peu sur les sujets. Oui, mais en fait, vous parlez pas des non, dossiers, on parle vous parlez de la gestion. Exactement. En fait, on est un peu amené à parler de l'histoire du dossier. On parle pas de la technique, ça n'intéresse pas. Mais voilà, vous parlez pas de la technique, donc vous pouvez vous retrouver dans ce que vous Exactement. racontez. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan des matières, il n'y a pas de jugement sur peut-être que tu aurais dû faire autrement quand même, tout ça quoi. Mais ça me rappelle vraiment ma toute première interview diffusée et aussi ma toute première interview d'ailleurs, Valérie Collin. Elle à Paris, elle est dans des groupes Balint. Enfin, elle a été en tout cas pendant longtemps dans des groupes Balint. C'est exactement ce même concept. Ouais. Et en fait, c'est une association qui existe. Ils ont une association Balint pour avocats. C'est un peu ils organisent souvent des trucs. C'est ça qu'on est en train de C'est faire. exactement le même concept. Et en fait, elle disait, moi j'ai appris vraiment...
voilà, beaucoup de choses sur me faire payer, sur faire Voilà. passer des choses auprès des clients. Exactement. Exactement. Et moi, mon trop d'empathie, j'en ai parlé l'autre jour parce que je me suis mise toute seule dans un petit merdier dont je ne sais pas comment je vais m'extraire, par excès de bienveillance auprès de clients. Mais réellement. Et elles étaient toutes les trois en train de me dire, mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Et donc, ça va mieux maintenant? Alors, j'allais pas mal non plus, hein, ça a Non, duré mais 72 heures la plaisanterie. Quand on voit le burn-out de loin, c'est quand même qu'à un moment, moment, on n'est pas un invité sur Fleur d'Avocat. Oui, là j'aurais été, non, c'est non, hein, et puis, là, en ce moment, l'épanouissement, bof. Ouais, bof. Alors après, il faut quand même mettre dans la balance que j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Donc en fait, ils sont 3. Donc, j'ai dû prendre aussi, je pense, la queue de comète de la fin de la grossesse, l'accouchement, les nuits courtes, les trucs. Ça s'est un peu conditionné. Et tout est sorti là à 18 mois ou 14 mois après la naissance. Je pense qu'il y a quand même ça a un peu joué quand même. Mais j'allais pas, ça a pas duré longtemps, mais c'était pas bien quand même. Mais je suis remontée vite parce que j'ai la chance de pas avoir ce tempérament-là et qu'il y a eu un moment où je me suis dit bon, allez. Puis c'est un bon réflexe de demander de l'aide. Hein. Ouais, exactement. Alors après, j'y suis allée, ça m'a fait, et surtout ça m'aide encore plus facilement à compartimenter. Ça m'a appris ça. Vraiment. Ça m'a déculpabilisé sur plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y a eu, je me souviens, une discussion sur à quel point est-on responsable de la décision mauvaise. On est responsable si on fait une faute. On rate un délai, on se plante. Responsable. Coupable et responsable. Mais quand on a tout fait, que tout est propre, mais que juste le juge n'est pas convaincu, parce que le dossier il est bon, mais il y avait quand même des zones de pas bon, et que le juge il a considéré que les zones de pas bon, et ben c'était ça qu'il fallait retenir. Pas responsable et on n'est pas coupable et ça c'était un truc et ça m'a totalement, j'arrivais pas à me dire la décision elle est dégueulasse, oui oui mais j'allais pas me flageller pendant 1000 ans parce que la décision est pas bonne alors que j'ai tout fait pour, j'étais juste absolument déçue pour cette dame qui méritait absolument pas ce qui se passe, mais le droit disait ça, moi j'étais pas d'accord, mais voilà, c'est comme ça, j'ai pas raté de délai, je suis pas irrecevable, donc écoutez. Donc de la légèreté là-dessus, quoi. Ouais. Vachement. Vraiment vachement. Ouais. Et je suis contente. Donc maintenant contente? Ouais. Pas de regret d'être redevenue avocat? Aucun regret. J'ai toujours il me reste une cartouche de conseiller. Parce qu'on peut le passer 3 fois. Je sais pas de quoi la vie sera faite. Donc je le garde. Je garde toujours cette idée d'un jour faire un peu de journalisme. C'est un truc qui me quitte pas parce que fondamentalement j'ai toujours écrit. Et alors c'est étonnant ça parce que il reste pas longtemps là, mais c'est vrai, vous êtes parti quand même du journalisme, donc d'un plaisir d'investigation, de réflexion, d'écriture, et vous n'arrivez pas à écrire. Je fais que ça. Non, mais je veux dire à écrire des articles. Non, j'arrive pas. J'en ai fait dans la documentation plus. Ouais, non, parce que là concrètement, en fait, j'arrive pas à me dégager le temps pour le faire. Okay. Là, clairement, il y a un problème de disponibilité, de trucs et tout ça. Parce que là, là c'est rangé, mais normalement c'est pas rangé. Vu ce que j'ai de retard, je peux pas là décider de me dire moi je plante une journée, je vais écrire. C'est juste que je peux pas. Je trouve que le plus important c'est d'en avoir l'envie. Et que ça me mène quand même. J'avais fait j'ai toujours écrit plus ou moins des trucs, plus ou moins de qualité, des choses comme ça. J'ai la chance de connaître des gens à Radio France auxquels j'avais fait lire, j'avais fait un édito, je sais plus au nom de la manif pour tous, un truc sur un tract, en fait, ils avaient fait un tract, ils étaient contre des tas de trucs. J'avais pris le tract et en fait je l'avais dépecé mais juridiquement parce que chaque mot avait un sens juridique. Et au final la démonstration c'est qu'ils étaient pour. Et juridiquement ça tenait la route. Donc il y avait des références à la DDHC, il y avait des tas de trucs. Et j'avais fait lire et on m'avait dit c'est vachement bien, il faudrait peut-être essayer de le proposer. Il y a des blogs qui font ça et tout. Et en fait j'ai toujours un projet... j'ai un projet d'émission, c'est hyper ambitieux, c'est pas du tout ça. Mais pourquoi pas? Non. Moi, ce que j'aurais voulu, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est un papier, peut-être, je sais pas, hebdo ou bi-hebdo, un truc comme ça, sur... Alors, pas les chroniques judiciaires, ça m'intéresse pas, je vais pas aller raconter les procès, c'est pas ça. Je pense que j'aurais pas de plus-value à faire. Mais par contre, voir où le droit se niche
dans la vie publique, dans les médias, et comment il est maltraité. Typiquement, ça commence à dater, mais je me souviens au moment où il y avait des expulsions de camps, Roms et trucs comme ça, où tout le monde confond tout, et le tribunal de grande instance, et le préfet, le tribunal administratif et tout. Et parfois, je me dis que les faits médiatiques seraient traités mieux sur un plan juridique, bah peut-être on gagnerait en clarté. Des trucs comme ça. Je sais plus, il y a eu un jour le procureur Marin qui avait fait appel, je crois que c'est dans le procès Clearstream, où le procureur Marin avait fait appel de la décision du tribunal, et tout le monde s'était offusqué en disant « Ah, mais quel scandale, c'est politique, il a... » Peut-être, je suis pas là pour juger, il a fait appel dans les 3 jours, c'est précipité, c'est politique. Bah, sauf qu'en fait, quand on regarde le code de procédure pénale, il a pas 1000 ans pour faire appel, et que s'il fait appel dans le délai, c'est parce que sinon, son appel est irrecevable. Enfin, voilà, il y avait tout un truc pour expliquer qu'il y a peut-être une connotation politique, mais je suis pas là pour juger de ça. Je suis là pour vous expliquer juridiquement comment ça se passe, et pas que vous pétiez tous des câbles parce que vous trouvez que c'est politique et que gna gna gna. Il y a un truc comme ça dans toutes les décisions, pas de la chronique judiciaire, mais voilà, quelle est la plus-value qu'on peut apporter sur le traitement de l'information si elle est traitée juridiquement correctement. Ça reste un truc que j'ai envie de faire, de temps en temps je me dis, intéressant. Ben, ça me semble être un très bon projet. Et puis je fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Ouais, ça va venir. C'est vrai que j'accroche mes tableaux qui sont là depuis 2 ans et demi. Ok. Demain, un sur les 2. Ah ouais, ce serait bien. Ce serait une bonne idée. Est-ce que vous avez une source d'inspiration ? Quelle question! Et vous m'aviez dit que j'avais répondre à toutes les questions, mais en fait, non. Une source d'inspiration? Je crois que j'en ai. C'est triste de dire que j'en ai pas. Mais alors, vous pouvez préciser votre question? Une source d'inspiration, ça peut être une personne, un livre, un tableau, un dossier, vos enfants. Les gens, ils répondent à cette question? Ouais. Ils disent quoi? Ils peuvent parler d'une personne, ou d'un livre, ou de leur famille, ou de... Enfin, ça dépend beaucoup. Je sais. Alors, en réalité, je travaille, vu que notre travail, c'est quand même de raconter l'histoire des gens, je peux pas vraiment... Enfin, la source d'inspiration, c'est les gens qui viennent me voir pour raconter leur histoire. Au quotidien, si je dis que c'est la vie, c'est un peu suranné, je vois pas en fait. Non, il y a plein de personnes qui disent, moi je suis inspirée par tout. Ouais. Voilà, une feuille dans les arbres. Oui, si, ouais. Là, comme ça me vient pas. Je dirais la musique peut-être quand même. Ah d'accord. Il y a un artiste en particulier, un style. En fait, si vous mettez mon iPhone en route là, ça peut vous sortir des monstruosités, comme ça peut sortir des trucs très chouettes. Ok. Donc, selon mon humeur, si je pense que c'est ça qui me régule un peu. Est-ce qu'il y a une monstruosité inavouable que vous avouez ? J'en ai plusieurs. Alors, j'ai, par exemple, c'est pas inavouable, mais c'est vraiment la marque d'une époque, il y a les L5. Les débuts de Matt Pokora dans Link Up, avec une très belle chanson avec des fautes de syntaxe qui s'appelle Mon étoile, qui est extraordinaire à chanter très fort dans sa voiture. Et puis, donc ça, c'est vraiment très bien. Je mettrai bien évidemment les liens en note. Bien sûr, évidemment, pour aller télécharger Toutes les femmes de ta vie. Non, mais en fait, je les relis souvent à des époques, c'est-à-dire que je suis un peu bloquée dans les années... quand j'étais ado, quoi, en années 90. On est tous bloqués ces années ado. La Britpop, les trucs comme ça. Je peux aussi avoir des trucs de classiques, parce que j'ai fait de la danse pendant très longtemps, et les restes de ballet, de Tchaïkovski, des trucs comme ça, que je peux avoir. J'ai plein de trucs parce que ça correspond à des humeurs qui sont très différentes, des périodes de temps. Je peux écouter des trucs en boucle, boucle, hein, c'est-à-dire que trois chansons en boucle pendant, je sais pas, 4-5 jours, un truc comme ça, parce que ça me porte, et puis voilà. Ou alors, par exemple, quand je dois faire un truc qui m'énerve vraiment et que j'y arrive pas, il y a un moment où je m'isole totalement, et je peux mettre un truc un peu bourrin, un peu truc qui fait du bruit, genre un live de faux, enfin des trucs comme ça, quoi, trucs qui font un peu de... et qui du coup me forcent à fermer tout et à mettre tout cet énervement là que j'arrive pas à sortir le truc, que la musique elle je sais pas comment ça se passe et le truc sort. Donc ouais, en fait si, ma source d'inspiration, je pense que c'est ça. Ah ben voilà. Voilà. Ouais. Et votre dernière joie? Ah, bonne question. Je sais pas, en fait j'en ai plein. Une dernière joie. Alors, une dernière joie. Alors c'est vraiment cucu, mais c'est la vérité. J'avais pas vu mon petit garçon depuis 2 jours.
Et je suis allée le chercher dans son lit ce matin, il était tout chaud, tout mignon. Et voilà. C'était trop bien. Surtout que je venais passer 48 heures en garde à vue avec un type. Donc en fait, il y avait un côté un peu je rentre chez moi, pas lui. Enfin bon, donc c'était... Ouais, si, ça. Et puis c'est bête, mais j'arrive ici, je suis contente. Ben ça on aime dans Fleur d'Avocat. Voilà. C'est-à-dire que je travaille avec des gens que j'adore. J'ai une relation avec Yann qui est quasi... En fait, il ressemble beaucoup à mon frère, qui a 2 ans de moins que moi. C'est un peu... parfois, je tape et puis il vient, puis il tape sur les chiffres en même temps. Enfin, il a un côté un peu mouche du coche qui me fait rire. On rigole des mêmes trucs. Ça arrive quand on est que tous les deux, bah parfois on fait un peu de bruit, c'est-à-dire qu'on va écouter par exemple Stéphane Echer très fort. Lui, il va imiter l'accent de Stéphane Echer. Moi, je vais chanter derrière. Voilà. On se tient mieux quand Mélanie est là parce qu'elle est plus posée que nous, donc on se tient un peu. Et puis vis-à-vis de notre collaboratrice, on essaye. Mais comme l'autre jour, elle chantait la compagnie créole, on s'est dit qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Ouais. Donc voilà. Et que portez-vous sous votre robe? Des baskets. Des baskets. Très Ouais, bien. essentiellement. Merci. D'autres vêtements, mais surtout des baskets. Oui, Ouais. surtout des baskets. Toujours des baskets. Très bien. Très important. Merci beaucoup, Pauline. Bah de rien, merci, c'était un plaisir.